Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, nous replongeons au cœur de l'une des réformes les plus intimes, les plus vertigineuses et les plus disputées de l'histoire politique et sociétale contemporaine en France. Ce mercredi 15 juillet, l'Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir. Par 291 voix contre 241, la représentation nationale a scellé le destin d'un texte qui aura traversé 2 ans de débats électriques, une dissolution surprise de l'Assemblée, 3 gouvernements successifs et des remises en question éthiques de chaque instant. Le résultat est là, gravé dans le marbre législatif, mais il pose d'emblée une question cruciale qui servira de fil conducteur à notre émission. Cette adoption finale marque-t-elle l'aboutissement d'un consensus de société mûri de longue date, ou bien consacre-t-elle au contraire une fracture morale et politique irrémédiable? Pour comprendre la charge émotionnelle et la portée de ce texte, il faut d'abord s'arrêter sur le moment historique auquel nous assistons. Donner la mort de manière médicalement assistée, légaliser l'euthanasie et l'aide au suicide, ce n'est pas une simple réforme technique de santé publique. C'est un bouleversement philosophique complet. C'est l'État qui redéfinit son rapport à la fin de l'existence, à la dignité et à la souffrance. Et pour que nous puissions aborder cette réflexion ensemble, j'aimerais que nous évitions les jugements hâtifs. Nous allons dérouler le fil de cette histoire législative hors norme, analyser avec précision le parcours imposé aux malades, lever le voile sur les conditions strictes fixées par les législateurs, et enfin décrypter les ultimes affrontements politiques, notamment cette saisine inattendue et hautement stratégique du Conseil constitutionnel par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Installez-vous confortablement, c'est parti pour une analyse en profondeur. Pour mesurer pleinement la portée du vote de ce mercredi 15 juillet, il nous faut remonter le temps. Ce texte de loi n'est pas né d'une décision prise à la va-vite dans le secret d'un cabinet ministériel. Son histoire est celle d'un marathon chaotique. Tout commence véritablement avec les conclusions de la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui s'était prononcée majoritairement en faveur d'une évolution législative pour ouvrir un accès à une aide active à mourir. Fort de ce mandat citoyen, le chef de l'État s'était engagé à faire voter un texte. Mais l'histoire politique française récente est tout sauf linéaire. Le projet de loi initial est d'abord déposé et débattu au printemps 2024, mais les discussions s'annoncent longues, complexes, passionnées, et puis surtout, un coup de théâtre intervient. La dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024 balaye tout sur son passage. Le texte est brutalement mis à la poubelle, comme tous les projets de loi en cours d'examen. À ce moment-là, beaucoup pensent que la réforme est morte et enterrée, victime des sables mouvants de la politique nationale. Mais c'était sans compter sur la ténacité d'un homme et de ses alliés, Olivier Falorni. Ce député, aujourd'hui ancien député et maire de La Rochelle, mais à l'époque député, a fait du droit à mourir le combat d'une vie et va reprendre le flambeau sous la forme d'une proposition de loi. Il refuse de laisser le sujet s'éteindre. Le chemin législatif qui s'ensuit est un véritable parcours du combattant. Le texte passe de main en main sous 3 gouvernements différents, naviguant au milieu des tempêtes politiques. À l'Assemblée nationale, une coalition hétéroclite composée de la gauche et d'une large partie des députés macronistes pousse le texte. Face à eux, la droite et l'extrême droite font bloc, dénonçant une dérive éthique et réclamant un investissement massif dans les soins palliatifs plutôt que l'introduction de la mort administrée.
Le Sénat, dominé par la droite et le centre, rejette par 3 fois le texte, refusant d'y apposer sa signature. C'est finalement le gouvernement qui décide de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale, conformément à l'article 45 de notre Constitution. Et c'est cette procédure qui nous mène à ce mercredi 15 juillet 2026, où la loi a enfin été adoptée de manière définitive. Entrons maintenant dans le vif du sujet, car au-delà des postures politiques, ce texte va s'appliquer à des vies humaines, à des familles, à des soignants, dans des moments de détresse absolue. Qu'est-ce que l'aide à mourir selon la loi adoptée ce mercredi? Qu'est-ce qu'elle permet et qu'est-ce qu'elle interdit? Il est essentiel d'apporter des réponses extrêmement précises à ces questions pour dissiper les fantasmes et les approximations. La loi fixe d'abord 5 critères cumulatifs très stricts pour pouvoir prétendre à ce droit. Premièrement, il faut être âgé d'au moins 18 ans, le dispositif étant strictement interdit aux mineurs. Deuxièmement, il faut être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière sur le territoire national. Troisièmement, le patient doit être atteint d'une affection grave et incurable entrée en phase avancée ou terminale. Quatrièmement, il doit présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection, souffrance jugée insupportable par le patient lui-même et qui ne peut pas être apaisée par aucun traitement, ou si le patient a librement décidé d'arrêter ses traitements. Enfin, cinquièmement, la personne doit être pleinement apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée au moment de sa demande. Ce dernier critère est crucial, car il exclut d'office toutes les personnes souffrant de maladies neurodégénératives à un stade très avancé, comme la maladie d'Alzheimer au moment où la conscience s'estompe, ou bien les personnes plongées dans le coma ou un état végétatif persistant. De plus, les personnes souffrant de troubles mentaux qui altèrent gravement leur discernement ne peuvent pas accéder à ce protocole. L'aide à mourir exige un consentement explicite, réitéré et conscient. Mais alors, comment se déroule le parcours d'un patient qui décide de faire cette demande? Tout commence par une demande formelle adressée à un médecin. Ce praticien sera chargé d'analyser le dossier et de vérifier si l'ensemble des conditions d'éligibilité sont réunies. Il doit obligatoirement informer le patient de toutes ses options de prise en charge, à commencer par les soins palliatifs. Le médecin dispose alors d'un délai de 15 jours pour rendre sa décision, après avoir obligatoirement consulté une équipe soignante pluridisciplinaire auquel il participe, avec au moins un spécialiste de la pathologie et un soignant intervenant dans le traitement. Si la décision médicale est positive, un délai de réflexion minimal de 2 jours est imposé au patient avant qu'il ne puisse confirmer sa demande. C'est l'un des verrous de sécurité fondamentaux de la loi. Une fois ce délai passé, si le patient persiste, l'administration de la substance létale peut être organisée. Et c'est là que la loi française opère une distinction technique majeure entre ce que l'on appelle l'aide au suicide et l'euthanasie. La règle générale fixée par le texte est l'auto-administration. C'est le patient lui-même qui doit ingérer ou s'injecter le produit mortel. L'euthanasie active, c'est-à-dire l'injection du produit par un tiers, un médecin ou un infirmier, est traitée comme une exception absolue. Elle n'est autorisée que si et seulement si le malade est physiquement incapable d'accomplir le geste lui-même, par exemple s'il est atteint d'une paralysie totale. Concernant les lieux de l'administration, la loi se veut humaine mais encadrée. Le geste peut avoir lieu à l'hôpital, dans un établissement médico-social ou au domicile du patient. Les espaces publics extérieurs, comme un parc ou une plage, sont exclus par le texte. Il est également impossible de traiter de la fin de vie sans parler des soignants. Ce sont eux qui se retrouvent en première ligne face à la mort et à la détresse. C'est pourquoi la loi introduit une clause de conscience solide, similaire à celle qui existe pour l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Aucun médecin,
aucun infirmier, aucun professionnel de santé ne peut être contraint de participer à la préparation ou à l'administration d'une aide à mourir si cela heurte ses convictions personnelles, philosophiques ou religieuses. Cependant, pour ne pas laisser le patient dans une impasse, le soignant qui fait valoir sa clause de conscience a l'obligation légale d'orienter immédiatement le malade vers un confrère qui accepte de prendre en charge la procédure. Et qu'en est-il du coût ? C'est un point pragmatique mais essentiel. Pour garantir l'égalité d'accès et éviter que des considérations financières n'entrent en ligne de compte dans une décision aussi tragique, l'intégralité de la procédure d'aide à mourir est prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Alors que les partisans du texte célébraient ce qu'ils qualifient de victoire historique pour la liberté individuelle, un véritable coup de tonnerre est venu de Matignon et nous en avons parlé hier. À la veille du vote final, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé qu'il saisirait immédiatement le Conseil constitutionnel dès l'adoption du texte. Cette décision a pris de court une partie de l'opinion publique et de la majorité parlementaire. Pourquoi une telle démarche de la part du chef du gouvernement sur un texte pourtant soutenu par ses propres troupes à l'Assemblée ? Sébastien Lecornu s'en est expliqué. Il ne s'agit pas de saboter politiquement la loi, mais, selon le communiqué de Matignon, de s'assurer que l'application de cette loi puisse se faire dans le plein respect des principes que notre Constitution garantit, et en particulier de la dignité humaine. Le Premier ministre souhaite que les sages de la rue de Montpensier tranchent 3 points clés particulièrement sensibles. D'abord, le délai de réflexion. Ce délai minimal de 2 jours imposé aux patients est-il pleinement compatible avec le principe constitutionnel de sauvegarde de la liberté individuelle ? N'est-il pas au contraire trop court pour garantir un consentement libre et éclairé ? Ensuite, l'aptitude du patient. Le rôle confié au juge des contentieux de la protection, qui peut être saisi par la personne chargée de la mesure de protection juridique et qui doit statuer en urgence sous 48 heures, offre-t-il des garanties suffisantes concernant les majeurs protégés ? Et enfin, la clause de conscience des établissements, c'est le point le plus explosif. La loi prévoit une clause de conscience individuelle pour les soignants, mais pas pour les structures de soins. Qu'en est-il des établissements de santé ou médico-sociaux privés, notamment confessionnels ou spécialisés dans les soins palliatifs, dont la charte ou la raison d'être exclut formellement de donner la mort ? Peut-on forcer un établissement de soins palliatifs à accepter que l'aide à mourir soit pratiquée dans ses murs ? Cette saisine, également effectuée par le président du Sénat Gérard Larcher notamment, suspend de fait la promulgation de la loi par le président de la République. Le Conseil constitutionnel a désormais 1 mois pour rendre son verdict. S'il valide le texte en l'état, la loi sera promulguée et les décrets d'application pourront être rédigés. S'il censure certaines dispositions, comme nous l'avons vu dans notre vidéo hier, le président pourrait décider de promulguer la loi amputée des passages concernés, ce qui est l'issue la plus fréquente, ou demander au Parlement une nouvelle délibération, ce qui pourrait retirer de la loi ses verrous de sécurité ou au contraire ses avancées majeures. Alors, que faut-il retenir de cette journée historique du 15 juillet 2026 ? Sommes-nous face à un consensus ou face à une fracture finale ? En vérité, la réponse se situe à la croisée des chemins. Si l'on regarde les sondages d'opinion des dernières années, une large majorité de Français se dit favorable à une évolution de la loi sur la fin de vie. En ce sens, le texte répond à une aspiration sociétale profonde, à un désir d'autonomie ultime face à la dégradation physique. Mais au Parlement et au sein du monde médical, la fracture est béante. La médecine, historiquement structurée autour du serment d'Hippocrate et du devoir de soigner sans jamais donner la mort, se retrouve profondément divisée. Pour de nombreux soignants, notamment dans les unités de soins palliatifs qui manquent cruellement de moyens, l'aide à mourir ressemble à un aveu d'échec de la société. Ils craignent que l'on propose la mort par économie ou par manque de lits de soins palliatifs. La loi sur l'aide à mourir est désormais votée, mais le débat, lui, est loin d'être clos.
Il va se déplacer des bancs de l'Assemblée nationale vers les lits d'hôpitaux, vers les foyers, vers les consciences de chacun d'entre nous. Ce texte nous rappelle que la politique, dans ce qu'elle a de plus noble et de plus tragique, doit parfois légiférer sur la frontière de l'existence. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque jour une analyse de l'actualité. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain éclairage sur la vie politique.